BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, et notre invité suivant, c'est le ministre bruxellois du budget, Sven Gatz. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est important que les citoyens bruxellois comprennent ce qu'il y a dans le budget de la région. C'est leur budget ? Oui, c'est leur budget et la transparence, tout le monde en parle, mais nous avons essayé de faire un exercice en profondeur avec cette transparence, tout en sachant que le budget, déjà depuis des décennies, est disponible en soi comme document au Parlement bruxellois, comme il est voté et discuté. Mais ce sont naturellement des tonnes et des tonnes de pages. Et donc maintenant, on a fait une simplification, mais une simplification mesurée pour donner plus l'accès aux citoyens de voir quelles sont les dépenses de ce budget bruxellois, oui. Donc il y a un exercice de transparence. Ça prend la forme d'un site internet. Ce site, c'est budget.brussels, sur lequel on va trouver un certain nombre, effectivement, d'informations simplifiées. Qu'est-ce qu'on trouve précisément comme information ? Il y a tout le budget Il y a tout le budget, et donc nous avons, en concertation avec des experts, mais aussi avec des experts en communication, divisé le budget en 7 catégories. Bon, parfois c'est un peu clair, la mobilité en tant que telle. Il y a d'autres catégories qui sont un peu plus l'ajout d'une catégorie. Donc vous avez fait des regroupements. Des regroupements, voilà. Et comme ça, dans ces regroupements, les citoyens peuvent voir que fait le gouvernement avec ce budget, tout en sachant que pour la première fois, nous avons également ajouté au budget régional le budget de la COCOM, de la COCOF et de la VGC. Comme ça, à part naturellement les communautés et les communes, on a déjà quand même un grand regroupement de tous ces flux financiers importants pour les citoyens. Alors on en a parlé dans l'éditorial tout à l'heure, c'est effectivement un outil qui permet à tous ceux que ça intéresse de comprendre vraiment comment fonctionne ce budget. Il y a quand même 2 chiffres qui nous frappent d'entrée. D'un côté, les recettes, 8 milliards, de l'autre côté, les dépenses, 9 milliards 8, donc on comprend tout de suite que le budget n'est pas à l'équilibre. En début de législature, on avait annoncé une date pour l'équilibre. Oui. Est-ce que cette date, elle est maintenue ou est-ce qu'on l'oublie à cause de la Covid-19 ? Non, cette date est certainement maintenue, 24. Même avec la Covid-19 ? Oui, justement, avec la Covid-19. C'est en fait le budget pluriannuel, le tableau que nous avons présenté en décembre au Parlement. Et donc, le problème avec Donc, équilibre budgétaire 2024. Oui, sauf les investissements stratégiques. Parce que dans le déséquilibre que vous avez mentionné, il y a pour une très grande partie, pour le moment, toujours le Covid, donc les primes et puis aussi les mesures sociales ou de santé. Mais il y a toujours ces 500 millions supplémentaires investissements stratégiques dans la mobilité, le métro, les bus, les trams, que nous continuerons jusqu'à la fin de la législature. Ça veut dire en 24 un équilibre, sauf ces 500 millions que nous trouvons aussi être importants pour la relance économique. Ouais. Le ministre du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc votre homologue à un autre niveau de pouvoir, Frédéric Dardenne, a dit il y a 2 jours que pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, on entrait dans un moment critique et que c'était très difficile d'envisager un budget à l'équilibre et que le dérapage était quasiment insurmontable. C'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez à Bruxelles ? Non, c'est pas du tout le cas d'esprit. Ça veut dire que Bruxelles est mieux financée que la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Je ne sais pas si Bruxelles est mieux financée, ça c'est un autre débat avec les autres régions et communautés, mais je pense que le budget en tant que tel est sous contrôle si on digère bien Covid, et donc les prédictions de la Banque nationale donnent quand même aussi 2 bonnes années avec une bonne croissance 22 et 23, donc ça sera une bouffée d'oxygène aussi dans les montants, et en même temps, si Covid est tout à fait digéré, il faut que juste l'ajout de ces 500 millions, un montant important, je m'en rends bien compte, au-delà des revenus que la région a chaque année, est motivé par le fait que nous avons dit c'est important pour la région, pour la mobilité, pour la santé et pour l'économie des Bruxellois et des nafteurs. Ouais, quand on surfe sur ce site, on se rend compte que le premier poste de recette de la région bruxelloise, c'est en fait la dotation de l'État fédéral. Oui. C'est même supérieur aux impôts que payent les Bruxellois. Les Bruxellois, ils contribuent à peu près pour un tiers au budget de la région. Ça veut dire qu'on est un petit peu dépendant de l'État fédéral ? Non, ça veut dire qu'il y a une loi de financement qui est convenue il y a déjà quelques décennies entre les entités fédérées pour dire, voilà, l'impôt sur les personnes physiques est divisé de manière X, Y, et c'est ce
montant-là que vous voyez qui vient du niveau fédéral, mais vous le savez, qui devrait pour nous être élevé dans les années qui viennent, parce que pour le moment, tous ces gens qui travaillent à Bruxelles payent leurs impôts où ils habitent. Et là, j'ai lancé une étude maintenant qui a été confiée à l'ULB récemment et dont on aura les résultats fin de cette année pour voir est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre clé de répartition pour que une partie de ces impôts reste quand même à Bruxelles. Mais il faut une négociation avec l'État fédéral et avec la région flamande et la région wallonne. C'est pas gagné d'avance, Non, c'est certainement pas gagné d'avance, mais comme mon prédécesseur Guy Van Engel a quand même pu démontrer les 2 législatures précédentes qu'il y avait un sous-financement aussi avec des études. Donc parfois des études académiques peuvent objectiver. Est-ce que tous les partis néerlandophones notamment et tous les partis wallons sont convaincus de ça? Du sous-financement pas de Bruxelles. nécessairement, non, pas nécessairement, mais si on n'entreprend rien ne va se passer. Donc, je pense que si on peut objectiver la nécessité de financer un peu en surplus avec ces impôts sur les personnes physiques ou sur le lieu où on travaille, je pense qu'on peut avancer dans les négociations parce qu'il y aura une demande de la région bruxelloise, celle-ci. Il y aura aussi d'autres demandes de la région wallonne. Et donc, voilà, c'est une négociation politique. Ce sera du donnant-donnant et on prendra des mains ce qu'on devra peut-être lâcher de l'autre. Mais j'espère bien que ce sera le meilleur compromis, mais ce serait pas encore. Ou ce sera Vous pas seriez encore prêt à lâcher un peu du lest sur Smart Move, le projet de taxation intelligente au kilomètre pour récupérer de l'argent sur le financement de Bruxelles? Vous savez, on a déjà fait la proposition envers les 2 autres régions pour dire, voilà, si Smart Move se fait et si on a de nouveaux revenus, aussi payer pour quand même la moitié par les nafteurs. On veut bien les réinvestir avec les 2 autres régions, même dans des projets transfrontaliers sur leur territoire. Donc ce débat est également ouvert pour moi. Mais il est un peu trop tôt pour dire qu'on lâche déjà des choses. Il sera tranché quand ce débat sur à la fois Smart Move et la fiscalité d'une manière générale? La fiscalité de manière générale, ce sera plutôt dans 2-3 ans, peut-être même 4 ans. Donc quand on rediscutera d'une réforme de l'État après 2024. Et Smart Move, pour le moment, nous attendons avec hâte l'avis du Conseil d'État pour voir, mais est-ce qu'on est véritablement compétent pour cette matière. Et puis, on poursuivra les négociations au sein du Codeco, du comité de concertation avec les autres régions. Je pense que ce sera après l'été. Alors, un dernier mot sur ce site, budget.bruxelles, qui est lancé aujourd'hui. Il y a un petit quiz où on peut essayer de vérifier ses connaissances. Vous l'avez fait? Je ne l'ai pas encore fait. J'ai fait 2 ou 3 questions, mais posez-moi les questions. Je vais voir si... je ne connais pas les questions par cœur, mais par exemple, est-ce que vous connaissez le prix d'1 kilomètre de piste cyclable, la peinture? Ah non, ça il faudrait peut-être demander à la ministre du budget, à la ministre de la mobilité. Non, je ne connais pas tous les paramètres, mais c'est intéressant. Est-ce que vous connaissez le prix d'un radar? Non plus. Bon, voilà, vous allez devoir faire le quiz et puis vous nous indiquerez quelle est la note finale que vous avez obtenue. On va quitter le budget, si vous voulez bien. Sven Gyat, je voudrais qu'on parle un petit peu du reste de l'actualité. Christophe Magdalens, député Défi, qui était notre invité hier, qui indique qu'à la rentrée de septembre, il ne soutiendra plus la majorité bruxelloise. Ça veut dire un député en moins pour la majorité. C'est un problème ou pas? C'est toujours un problème quand un partenaire ou quelqu'un qui soutient la majorité quitte ou quitterait la majorité. Donc, je déplore naturellement si ça se fera cette action, mais bon, ça peut arriver en cours de route. Le Parlement est une dynamique, est aussi une réalité dynamique, je veux dire. Est-ce que ça impose de revoir les équilibres entre partis? Je ne sais pas, je ne pense pas si un député s'en va ou qu'il faut ça ne menace pas la majorité pour l'instant. Ça ne menace pas la majorité. Ceci dit, on a passé quand même quelques dures semaines. Ça a quand même laissé certaines traces, même si on peut défendre le compromis sur le fond, donc qu'on pourra au sein de la STIP porter des signes convictionnels quand on n'est pas en contact avec le public et quand on n'a pas de fonction d'autorité. Parlons-en. Je pense que c'est assez raisonnable comme piste, tout en gardant l'exclusivité, la neutralité exclusive, mais ça a quand même laissé certaines traces. Quand vous dites ça a laissé des traces, ça veut dire on sait que l'Open VLD était assez proche de la position de Défi au départ. Ça veut dire que vous avez eu le sentiment que et le Parti Socialiste et Écolo et Groen vous ont un petit peu forcé la main. C'est la critique de Christophe Magdalens. Il y avait des discussions assez dures. Bon, c'est naturellement évident en politique, mais je veux dire, quand on discute de certaines choses pour former un gouvernement, il y a donc un accord gouvernemental, il faut essayer de l'exécuter.
et quand on décide de ne pas inclure certains éléments comme ce débat-ci, il ne faut pas essayer non plus de le remettre sur table plus tard. Donc là, nous continuons avec une constructivité, cette majorité, mais il ne faut pas reproduire ces manœuvres-ci. Donc une fois ça va, il ne faut pas que ça vienne deux fois. Tout à fait. Ouais, ça c'est le message aux autres partenaires de la majorité. Sur le fond, quand Christophe Magdalens dit on a capitulé sur la notion de neutralité des services publics, c'est excessif ? Je pense que c'est peut-être un peu excessif. Mais je comprends que aussi dans mon parti, il y a des gens qui sont vraiment sur la ligne de M. Magdalens, c'est-à-dire la laïcité intouchable, disons. Je comprends cette position. Donc aucun signe distinctif dans les services publics. Sous aucune condition, disons. Mais ceci dit, nous suivons aussi avec cette position sur le fond avec le gouvernement bruxellois, les ouvertures qu'ont fait la Cour constitutionnelle belge et puis aussi la Cour européenne. Et c'est pas nécessaire justement d'intégrer un certain nombre de femmes à Bruxelles qui souhaitent travailler, mais qui c'est un élément du débat. Oui, voilà. Donc vous voyez qu'il y a d'un côté la neutralité, et je comprends, c'est très important pour les autorités publiques. D'autre part, il y a aussi les choix individuels, la mobilité sociale pour, comme vous le dites, par exemple pour les femmes. Ce sont deux valeurs qui ne devraient pas s'opposer et pour lesquelles on a trouvé quand même certaines solutions. Allez, il nous reste 1 minute. On va parler de votre parti, c'est l'Open VLD. Vous êtes donc la figure de proue de l'Open VLD en région bruxelloise. Vous avez succédé à Guy Van Engel qui occupait cette position. Il y a toujours un problème avec Helsamp ? Disons que pour le moment, il y a une procédure devant la commission statutaire de notre parti. J'explique pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y a une plainte donc interne qui a été introduite parce que Helsamp se trouvait sur la place Flagey lorsqu'il y a eu des échauffourées avec la police après le dernier match. Elle a filmé en direct et elle a mis des commentaires qui n'étaient pas très positifs pour le bourgmestre d'Ixelles et la police d'Ixelles. Elle a dérapé ? Disons que c'est quelque chose sur lequel la commission statutaire se penchera. Je ne vais pas donner des commentaires parce que c'est quoi que vous lui reprochez ? Non, mais si on a un besoin d'une nécessité, d'une cohésion au sein d'une organisation comme un parti politique, nous menons pas le débat des éventuels conflits. S'il y a une procédure, c'est parce qu'on lui reproche quelque chose. On lui reproche quoi ? D'avoir pris une position publiquement contre un élu ? Cette procédure sera jugée en interne et je ne vais pas donner des commentaires là-dessus devant les médias. C'est pas votre meilleur ami, on le sait. Est-ce qu'elle a toujours une place à l'Open VLD ? On verra bien, ça dépendra de la décision des organes internes de notre parti. C'est ça, on a une liberté individuelle dans chaque parti, certainement dans un parti libéral, mais il y a aussi une cohésion d'un groupe, d'un parti qu'il faut respecter. Ça veut dire gain comme mentard, comme on disait autrefois. Merci beaucoup Sven Gatz, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le ministre du budget de la région bruxelloise et qu'il y a le lancement donc de ce site budget.brussels aujourd'hui où on a donc tous les chiffres de ce à quoi servent notamment vos impôts. Merci.